En 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Les écoliers du monde entier l'apprennent par cœur. Ils vous diront que c'est un autre explorateur italien, Amerigo Vespucci, qui lui donna son nom. Sauf que l'Amérique était largement peuplée bien avant que des Européens n'aient l'idée de la découvrir. Que Christophe Colomb mourut persuadé d'avoir atteint l'Asie, et que jamais Amerigo ne suggéra qu'une terre porte son nom. Alors qui raconta cette histoire de découverte de l'Amérique? Ou plutôt, comment s'est-elle écrite? L'adoption généralisée du nom d'Amérique ne fut possible qu'après l'invention de l'imprimerie. Mais pour en comprendre la genèse, il faut oublier la présence de l'Amérique sur les cartes. Pouvoir se représenter la Terre comme les savants d'Europe se l'imaginaient au temps des explorateurs, et même bien avant cela. En 1000, les ténèbres règnent sur l'Occident. On ne sait plus lire ni écrire. La science a été remplacée par les superstitions, les savoirs anciens sont perdus. Les routes pavées ont laissé place à des chemins boueux, on vit retranché dans les châteaux forts, par crainte les bateaux ne prennent plus la mer. Tout est fini. D'ailleurs, la fin du monde est proche. En 1100, le monde est encore là. Dieu s'est montré clément. On bâtit des églises, on élève des cathédrales, debout chrétiens, debout chevaliers, en avant pour la croisade. 1200. Dans leur conquête du Saint-Sépulcre, qu'ils reperdront, chevaliers et paysans d'Occident redécouvrent d'autres mondes, d'autres êtres et l'étendue de leurs richesses. Ces infidèles que l'on méprise connaissent la terre. Ils ont des cartes, des livres, des écoles. Ils détiennent le savoir des anciens et l'augmentent régulièrement de connaissances nouvelles. En face, l'homme occidental à son tour veut reconquérir le savoir. 1295. Marco Polo rentre à Venise après un périple de près d'un quart de siècle. Il vient d'accomplir la plus audacieuse aventure de son temps. Sa renommée alimente l'espoir d'un élan nouveau. Dans tous les domaines, on cherche à se dépasser. On reprend les modèles laissés par Grecs et Romains, l'esprit humain se libère. Mais pourquoi le monde est-il toujours si limité? Partout la mer, toujours la mer. 1400. Atteindre les Indes sera le rêve du siècle. Au Portugal, le prince Henri décide d'explorer les côtes africaines. Les experts sont formels. En deçà de l'équateur, la mer bout, la terre est aride et les marins périssent de soif et de faim. D'autres savants, juifs et arabes, contestent. Ils ont vu des cartes contournant l'Afrique. Avec les nouveaux instruments dont on dispose, on s'aventure le long de la côte. Les avancées se succèdent. L'Europe suit ébahie l'exploit de ce peuple. 1488, triomphe. Barthélemy Dias passe le cap de Bonne-Espérance. Cap à l'est. La voie des Indes est ouverte. Personne ne semble en mesure de devancer le Portugal. Personne? Si. Un dénommé Christophe Colomb se risque à traverser l'océan par l'ouest. L'Europe est subjuguée devant les perroquets, les Indiens et les récits qu'il rapporte à la cour d'Espagne. Il affirme avoir atteint les Indes. Le Portugal n'abandonne pas la course. En 1499, Vasco de Gama réussit l'aller-retour jusqu'en Inde. En 10 ans, on a découvert plus de terres qu'en 10 siècles. Mais comment sont-elles restées inconnues des anciens ou des Arabes? Pourquoi ce qu'a trouvé Christophe Colomb diffère tellement des descriptions de Marco Polo? En 1503, un court texte imprimé de 5 feuilles commence à circuler partout en Europe. Son auteur est un certain Amerigo Vespucci. Il relate à Lorenzo de Médicis un voyage vers des terres inconnues. Ces correspondances privées sont alors courantes et contiennent de précieuses informations. Si un imprimeur malin tombe sur une copie, il la reproduit en grande quantité. La lettre d'Amerigo Vespucci connaît ainsi une diffusion exceptionnelle. Ce navigateur alors inconnu est le premier qui sache véritablement raconter son voyage. De tous les récits, même ceux de Colomb, aucun n'a un retentissement aussi large. Mais la véritable révolution réside dans le titre « Mundus Novus ». Vespucci détient la certitude que cette terre est un nouveau monde. Nos prédécesseurs ne savaient rien de ces territoires. Ils ne croyaient aucune terre habitable au sud de l'équateur. Mon voyage prouve que cette opinion est fausse, puisque j'ai trouvé un continent avec nombre de vallées peuplées et un climat plus doux et plus agréable que les autres parties du globe connues de nous. Colomb vit enferré dans la conviction qu'il a atteint les Indes. Vespucci est le premier à imaginer autre chose. La lettre d'Amerigo embrase l'imagination des foules. 2 ans plus tard, chez un imprimeur qui garde l'anonymat, paraît un cahier de 16 feuilles en langue italienne. Le texte de ces 4 voyages effectués à partir de 1497 est rédigé dans un style aussi divertissant que Mundus Novus.
Dans la ville de Saint-Dié, une petite équipe d'humanistes s'est fixée pour mission de diffuser le savoir en imprimant des livres de valeur. En 1507, ils éditent Introduction à la cosmographie. Leur ouvrage comprend la géographie de Ptolémée, classique de référence, qu'ils augmentent d'une version latine des 4 voyages. Ce beau livre est assorti de cartes présentant ces fameuses nouvelles terres, décrites par Amerigo Vespucci, sans même que Christophe Colomb ne soit cité. Dans le chapitre 7, surgit soudain l'idée que cette 4e partie du monde pourrait désormais être appelée America, puisque c'est Amerigo qui l'a découverte. Pour la première fois, ce nom, America, est imprimé en toutes lettres. De bouche en bouche, de carte en carte, livre après livre, ce nom circule alors et impose sa sonorité. La gloire d'Amerigo Vespucci repose sur ce livre imprimé à son insu. Son infamie aussi. 1506, Christophe Colomb est enterré à Valladolid, dans l'indifférence générale. 1512, la mort d'Amerigo Vespucci à Séville passe inaperçue. Sur ces 2 tombes va s'élever une querelle durable. Colomb a savouré son moment d'éternité en franchissant l'océan Atlantique. Mais exploits et explorations s'enchaînent et chaque année de nouveaux noms occupent le devant de la scène. Le nom de Vespucci, lui, resplendit dans toute sa gloire, bien après sa mort, à travers ses récits. Il a étudié la course des étoiles, consigné ses calculs, observé les peuples étrangers, mu par la connaissance et non l'appât du gain. Christophe Colomb a découvert quelques îles. Amerigo Vespucci a découvert le nouveau monde. Des voix vont s'élever contre l'immense renommée de Vespucci. Il convient de considérer l'injustice et l'offense que cet Amerigo Vespucci a fait à Colomb, ou bien ceux qui ont imprimé ces 4 voyages, en lui attribuant à lui seul la découverte de cette terre ferme. C'est Bartholomé de Las Casas qui prouve que Colomb foula le premier le sol continental en 1498, sur la côte de l'actuel Venezuela. Il démontre également que Vespucci s'est embarqué pour l'Amérique en 1499, un an après Colomb, et non en 1497. Ces arguments sont repris en 1601 par le chroniqueur Antonio de Herrera, qui conclut à son tour qu'Amerigo Vespucci a falsifié la datation des 4 voyages. Le vent tourne, la sentence tombe. Vespucci est un imposteur. Le débat paraît clos. Au XVIIIe siècle, l'étude de l'histoire évolue. On vérifie les faits, on épluche les documents officiels. En 1745, la première biographie de Vespucci est publiée à Florence. En 1789, arrivent de nouvelles recherches. Dans cet élan, les chercheurs de l'époque mettent à jour des lettres inconnues d'Amerigo Vespucci à Lorenzo de Médicis. Dans l'une d'elles, Vespucci date son premier voyage de 1499 et non de 1497. Cela confirme les accusations de ses détracteurs. Vespucci aurait triché sur les dates en fabriquant le récit des 2 voyages à partir d'un seul. Ses défenseurs s'empressent de dénoncer ces lettres de Florence comme des faux. Dès lors, 2 camps s'affrontent. Vespucci a effectué son premier voyage en 1497. Ce premier voyage est une invention. C'était un grand navigateur. Il n'a jamais commandé de flotte ni même de bateau. C'était un grand astronome. Ce qu'il dit des constellations est inepte. C'était un pilote remarquable. C'était un marchand en charge des provisions de viande pour les marins. C'était un homme digne de foi. C'est un charlatan. Mon cher fils, j'ai parlé à Amerigo Vespucci, qui va à la cour pour des affaires de navigation. Il a toujours eu le désir de m'être agréable. C'est un homme de bien. La fortune ne lui a pas toujours été favorable. Il se rend à la cour avec le souhait d'obtenir pour moi quelque avantage. Il est bien résolu de faire en ma faveur tout ce qu'il est possible de faire. Christophe Colomb, dans cette lettre du 5 février 1505, s'adresse à son fils Diego. Surprenante découverte. Ignorant de leur gloire posthume, ces 2 hommes que des générations d'érudits ont représentés comme des rivaux acharnés étaient en réalité bons amis. En
En 1924, le professeur Alberto Magnaggi défend l'idée que Vespucci a bien pris part à des expéditions, mais qu'il n'a pas rédigé lui-même les textes qui l'ont rendu célèbre. Pour lui, les pages des 4 voyages n'ont pas été écrites par Vespucci. Seules les lettres de Florence, considérées hâtivement comme des faux, sont de source sûre. Ainsi, ce premier voyage fictif en 1497 est à imputer aux éditeurs qui, à partir des lettres privées, ont élaboré des versions fantaisistes qu'ils ont mis en circulation. Cette explication est la seule à résoudre toutes les contradictions qui ont occupé les chercheurs depuis 3 siècles. Comment Vespucci aurait-il pu empêcher ces compilations déformant ses récits? Faire entendre quel homme il était vraiment? Né à Florence le 9 mars 1454, Amerigo grandit dans une famille appauvrie. Dans sa jeunesse, il acquiert des rudiments de science auprès de son oncle. Adulte, il devient employé de commerce, puis est embauché par Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis pour s'occuper des affaires courantes. Fin 1491, il quitte Florence pour Séville, où il travaille dans une succursale de la Banque des Médicis. Il s'occupe alors de financer des expéditions et croise vraisemblablement le chemin de Colomb. À la mort de son employeur, il décide de tenter sa chance. En mai 1499, il s'embarque pour les Nouvelles-Indes, à bord de la flotte de Alonso de Ojeda. Il devient un homme de métier respecté. Le roi du Portugal l'invite à explorer la côte du Brésil, que l'on croit être une île, pour y trouver un passage vers les Indes. De ce voyage, Vespucci rapporte la certitude que cette terre n'est ni une île, ni les Indes, mais un nouveau monde. Il l'écrit dans une lettre à Lorenzo de Médicis. Publiée en latin à son insu sous le titre Mundus Novus, cette lettre met en émoi l'Europe. À 54 ans, il est nommé responsable des cartes et affaires maritimes pour la couronne d'Espagne. 4 ans plus tard, le 22 février 1512, Amerigo Vespucci s'éteint, sans faire de vagues. Vespucci n'est en rien le découvreur de l'Amérique, mais pas non plus l'imposteur qu'on lui a reproché d'être. Au XVIe siècle, les exploits occasionnés par les grandes découvertes bouleversent leur époque grâce à l'écho formidable que leur donne l'imprimerie naissante. Une prouesse n'est jamais décisive par elle-même. Le récit qui l'accompagne imprime souvent plus fortement les esprits. Chaque époque éclaire le passé à sa manière. L'histoire ne cesse jamais de se réinventer. Ce que l'on comprend des mouvements lointains du passé est souvent le reflet de l'époque que l'on vit.